On va commencer par un événement 100% dans le métavers. Donc, terme que j'adore, ça fait un petit peu. Ça claque quoi, 100% dans le métavers. Non, Jamespot Summit, donc il y a un événement et qui à la fois est. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle de Jamespot du coup et on verra ça ensemble. Si j'ai bien compris, c'était un genre de concurrent à Geyser, si certains connaissent ou pas. Donc voilà, on en discutera rapidement. Je ne pouvais pas passer à côté de l'actualité Twitter. Je pense que vous devez en entendre parler en permanence en ce moment. Et voilà, ça fait partie de l'actualité du moment. J'avoue que j'ai essayé un peu de slider entre, entre toutes ces actus parce que dans toutes les remontées que j'ai, que ce soit les gens que je suis sur Twitter, que ce soit les feeds que je suis, les différents blogs, etc., tout le monde parle que de ça en ce moment. Et c'est vrai que c'est trop. Mais voilà, on va quand même très rapidement faire un point de situation. WhatsApp également qui fait parler avec une nouvelle feature, donc communauté, pour la partie gestion de communauté, plutôt intéressante. Après on enchaînera sur de la technique. Donc actuellement vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un événement qui s'appelle la Jamstack Conf. Donc là c'est un événement qui a lieu, auquel vous pouvez assister. Je l'ai posté sur le Discord d'ailleurs. Salut Blockch, très content de t'accueillir. Et donc du coup ouais, c'est un événement qui est plutôt orienté, c'est du développement front plutôt, la Jamstack. Et donc Gatsby qui est donc un framework front qui a fait un post hier que j'ai vu passer où il résume un peu la sortie de sa version 5 avec quelques nouveautés. Donc on rentrera pas, je vous rassure, on rentrera pas dans la technique trop profondément. On va juste voilà, faire un tour rapidement des nouvelles features qu'ils ont sorties qui peuvent être intéressantes. Alors ces petits onglets là, ensuite les suivants, c'est des petites news qui sont pas vraiment des articles, qui sont plus des nouvelles en fait que je vous donnerai comme ça pour que vous soyez au courant de quelques sorties, notamment une feature de Gmail et quelques sorties pour Notion. Et puis si on a le temps, j'aimerais bien faire un petit tour aussi design system. J'ai pas vu énormément d'actualités sur la partie Figma, sur la partie web design. Donc je me suis dit que ce qui pourrait être aussi intéressant, ça serait de peut-être faire un point avec vous sur la partie design system, s'il y en a qui connaissent peut-être pas nécessairement, parce que j'ai retrouvé quelques ressources que je trouvais plutôt cool dans lesquelles était répertoriée toute une base en fait de design system qui pouvait être intéressant pour prendre en modèle les design systems de grands groupes et autres. Donc j'ai 3 liens que je peux vous filer qui pourront être super cool. Et je me dis qu'en préambule, on peut peut-être faire un point rapidement sur la partie design system, voir si, voilà, si vous connaissez. J'ai un petit article où il y a un paragraphe qui résume très rapidement et ça peut être plutôt cool d'en parler et de voir un peu comment vous positionnez par rapport à ça. Voilà pour le programme les amis, est-ce que ça vous va? J'ai l'impression que ma cam elle est pas parfaitement fluide. Je suis un peu tatillon des fois. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Est-ce que tout s'est bien passé? Il y en a certains qu'on voit débarquer pour la première fois aujourd'hui, mais il y en a certains je pense qui commencent à être des habitués. Ça fait quelques temps qu'on les voit dans le chat, donc dites-moi qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies. Avant que j'oublie, comment dirais-je, petite note. Vendredi, il n'y aura pas de stream, puisque vendredi, du coup, c'est un jour férié. Donc voilà, du coup, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de stream. On se donnera rendez-vous mercredi prochain. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que à partir de la semaine prochaine, donc 2 choses, comme je vous l'ai dit, premièrement, on va commencer à creuser plus sérieusement au niveau des interviews. Donc je pense pas qu'il y en aura dès la semaine prochaine, mais ça va arriver à mon avis dans les prochains jours, ça va arriver assez vite les interviews. On a déjà des pistes de gens qui sont chauds pour venir faire des interviews. Et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'on va essayer du coup de co-animer cette matinale de temps en temps. Donc je vous explique, c'est que comme je vous ai dit, on est 4 personnes pour le moment qui vont intervenir en tant qu'animateurs sur la partie des clics. Donc il y a Margot, il y a JP et il y a Benoît. Et donc moi-même, évidemment, donc on est 4. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de temps en temps de faire venir l'un ou l'une des 3 autres personnes pour des sujets bien précis, puisque chacun on a des profils un peu différents et on couvre, on va dire, le spectre de ce qu'on peut trouver en agence digitale. Donc voilà, de temps en temps, quand il y aura des focus à faire, je me dis que ça pourrait être très cool de les accueillir et qu'ils viennent faire un focus sur une actualité particulière, que ce soit du web design, que ce soit du développement web, de la gestion de projet, du marketing, peu importe, du e-commerce, etc. etc. Salut Philou qui est arrivé, salut à toi. Ok, donc ça c'était pour les petits points. Donc malheureusement, on se redonne rendez-vous que mercredi et pas ce vendredi, du coup, pas de stream. Allez, on attaque. On attaque du coup avec le premier article du coup.
Jamespot Summit, un événement 100% dans le métavers pour découvrir le futur de la communication interne. Donc un article de Siècle Digital, je crois que c'est un article qu'ils ont sponsorisé. Hein. Malheureusement, j'ai découvert ça un petit peu au dernier moment. Ça se sent un peu dans l'article, mais bon, à la limite, peu importe, on va surtout regarder en fait l'outil en tant que tel qui a l'air plutôt intéressant. Et peut-être vous pourrez me dire dans le chat d'ailleurs, est-ce que vous peut-être au quotidien, vous utilisez des outils comme celui-là, c'est-à-dire des outils type Geyser ou ce genre de choses qui vous permettent en fait d'être dans un espace, un genre de room virtuel en fait, et voilà, c'est un truc un peu à la Zelda ou Pokémon, et vous pouvez interagir avec d'autres personnes, votre caméra s'allume, etc. Voilà, dites-moi dans le chat si jamais vous connaissez un petit peu ce type d'outil. Alors, au cours des dernières années, l'hybridation du travail a complètement bouleversé le fonctionnement des entreprises. Ces dernières ont dû repenser leur manière de communiquer et surtout de collaborer. À l'aube de 2023, des grandes mutations sont en cours dans le secteur de la communication interne. Pour les sociétés, le défi est de s'y préparer et de s'y adapter. Donc pour vous aider à répondre à ces enjeux, Jamespot, spécialiste Digital Workplace, et ses solutions collaboratives organisent la première édition du Jamespot Summit, qui sera donc un événement en fait qui aura lieu du coup virtuellement, qui aura lieu le 24 novembre de 9h30 à 16h, et donc les participants pourront découvrir les grandes tendances de la communication interne ainsi que de nouveaux outils. Donc voilà, des conférences à connaître, des conférences pour connaître les grandes innovations du secteur. Pour faire évoluer sa communication interne, il est indispensable de s'intéresser aux grandes innovations du secteur. Lors du Jamespot Summit, les intervenants feront un tour d'horizon des tendances et des nouveautés à travers 2 conférences exclusives. La première abordera les usages et outils actuels et à venir, tels que l'intranet et le réseau social d'entreprise. L'objectif est de vous aider à donner une nouvelle dimension à votre communication interne en 2023 afin qu'elle soit plus fluide et optimisée. En second lieu, vous aurez la chance d'assister à une conférence sur le métavers B2B. Ces espaces numériques permettent de créer des lieux virtuels ludiques dans lesquels les collaborateurs se retrouvent pour travailler et discuter, et ce, qu'importe où ils se trouvent. Ces univers regorgent d'opportunités pour réinventer la communication et les interactions entre les équipes sur lesquelles reviendront les intervenants. Donc en gros c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que alors nous, je sais que là où je travaille du coup chez PicBeam, on utilise un outil qui s'appelle Geyser ou Geyser Town, je ne sais pas si vous connaissez. Tac, je vous montre ça vite fait. Donc en gros, pour vous recontextualiser, vous êtes en fait dans un espace comme celui-ci qui est un peu, moi ça me fait penser un peu à Zelda ou à Pokémon, ce genre de jeu. Et donc vous vous baladez en fait, vous baladez à l'intérieur de, hop, je sais pas si c'est assez grand. Attendez, hop, je vais agrandir. Donc voilà, vous êtes, en fait, vous incarnez, vous avez un petit avatar. Du coup, chacun est représenté par un petit avatar. Et vous avez possibilité, comme ça, en fait, d'aller interagir avec d'autres personnes. Donc, je sais pas si ça se voit bien sur le stream, mais en fait, il y a une différence de couleur. Là, en fait, ce petit carré, ça représente l'espace dans lequel les gens peuvent interagir. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont à l'intérieur s'entendent et se voient au niveau de la caméra. Alors évidemment, quand vous interagissez la première fois, il faut que la personne accepte en fait que la caméra soit démarrée. C'est pas en mode quelqu'un qui vous espionne, etc. Vous inquiétez pas, c'est très bien fait à ce niveau-là. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc, nous typiquement, on est dans une configuration où il y a du télétravail. Donc on peut travailler comme ça à distance. Et puis interagir de façon beaucoup plus spontanée. Alors évidemment, ça ne remplace pas le physique, mais quand même de façon beaucoup plus spontanée. Et donc tous les jours on se connecte là-dessus, on fait nos réunions, etc. etc. L'autre aspect intéressant d'un outil comme Geyser et donc comme Jamespot, c'est que vous avez la possibilité d'organiser des formations ou des événements, etc. Moi très prochainement d'ailleurs, et Benoît également, on va participer à un événement qui s'appelle la Conf qui tue le game. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le design, vous pouvez aller vous renseigner. La Conf qui tue le game, ça va se passer en novembre, c'est le 22 novembre, et donc on va faire une conférence, Benoît et moi-même. Et donc c'est un événement dans lequel les gens pourront aller en fait, et il y aura tout un tas de conférences. Vous pourrez rentrer dans des rooms, assister à des confs, etc. etc. et c'est plutôt un outil intéressant à ce niveau là. Je continue rapidement du coup. Donc sur cet événement, le Jamespot Summit, des ateliers thématiques pour découvrir des outils innovants. Outre les conférences, le Jamespot Summit est une occasion de découvrir des outils innovants qui révolutionneront votre communication interne de demain. Les spécialistes vous les présenteront lors de 2 sessions d'atelier
Au cours de la première, vous vous familiariserez avec plusieurs applications GameSpot, parmi lesquelles Fast Internet, James Land et Studio. Ouais, je connais pas en détail GameSpot, je vous avoue, j'ai découvert ça du coup avec cet article, mais je pense que visiblement c'est voilà, c'est un concurrent, on va dire, c'est un concurrent visiblement à Geyser, et donc ils ont leur suite, on va dire, d'outils. Autant d'outils qui donneront un coup de boost à votre communication interne. La seconde session vous permettra d'avoir les clés en main pour réussir votre projet collaboratif. À travers 4 ateliers, vous découvrirez comment répondre aux enjeux actuels de la collaboration. Le premier, c'est de réussir à renforcer sa culture d'entreprise à l'ère hybride. En effet, il peut être difficile de créer une cohésion entre ces équipes lorsqu'elles adoptent des rythmes de travail différents. Les experts de GameSpot vous apporteront des solutions pour relever ce défi. Bon voilà, pas beaucoup plus à dire sur cet article, mais ce qui est intéressant, c'est premièrement GameSpot Summit, qui est un event auquel vous pourrez du coup potentiellement participer. Et seconde chose, surtout, ça me permettait de rebondir en fait en voyant passer cette actu sur Geyser. Et je voulais savoir du coup s'il y en avait certains qui, oui ou non, avaient cette utilisation au quotidien. C'est assez intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Moi au début, j'avoue que j'étais un peu dubitatif sur l'utilisation de Geyser. Encore une fois, je pense que ça ne remplace pas une présence physique. Et voilà, moi il m'arrive de temps en temps du coup d'aller physiquement dans les bureaux de Déclic. Et voilà, et j'avoue que y a quand même des petits à côté qu'on ne peut pas remplacer, des choses un peu informelles, etc. Mais à côté de ça, ce qu'il y a de plutôt intéressant, c'est que c'est un peu plus chaleureux, on va dire, de fonctionner avec Geyser que de purement faire des réunions Meet, etc. qui sont un peu plus informelles. Enfin, un peu plus impersonnelles, pardon. Voilà, donc du coup, bon, petite actu, en tout cas, de temps en temps, on balancera comme ça des événements s'il y a des choses intéressantes, comme la Jamstamp Conf, etc., des choses auxquelles vous pourrez assister et qui pourraient être plutôt cool, en fait, pour vous. Ça humanise plus par rapport à Teams. Ouais, ben voilà, potentiellement Teams ou Google Meet ou ce genre de choses, effectivement, c'est un côté un peu plus sympa. Allez, on enchaîne rapidement, du coup, ça c'était un peu le tour de chauffe, du coup, l'actualité du moment. Twitter, du coup, qui fait parler de lui, donc Twitter X Elon Musk. Donc comme vous devez sans doute le savoir, donc Twitter qui a été racheté par Elon Musk, donc après moult rebondissements. On en avait déjà un petit peu parlé, donc là, du coup, on est sur le blog du modérateur, plus sur la partie social media, on va dire. Et donc cet article qui est plutôt cool parce qu'en fait il résume quelques points majeurs en fait de ce qui s'est passé, parce que voilà, en fait il s'en passe en permanence, genre vraiment tout le temps ces derniers temps, et c'est un peu un feuilleton. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de voir ces quelques points en fait pour voir qu'est-ce qui allait potentiellement changer ou qui avait déjà été acté, on va dire, sur le feuilleton Twitter versus Elon Musk. Donc du coup, première nouveauté marquante sur Twitter, un abonnement à 8$ par mois pour obtenir la fameuse coche bleue de compte certifié. Ça, on l'avait vu déjà, je crois, la semaine dernière. Donc quelque chose qui est confirmé du coup. Si vous voulez faire certifier votre compte ou si votre compte est déjà certifié, il faudra quand même en passer par cet abonnement de Twitter Blue qui n'était pas encore en place, je crois, en France, mais qui peut-être maintenant est en place, je ne sais pas. Je sais pas si en gros il y a un délai avant de propagation, mais en gros c'est quelque chose qui concernera tout le monde visiblement. Donc Twitter Blue à 8$ par mois pour obtenir un compte certifié. Le patron de Tesla a annoncé début novembre une hausse de tarif pour l'abonnement de Twitter Blue, passant de 7,99$ par mois au lieu de 4,99$. En s'abonnant, les utilisateurs peuvent obtenir la coche bleue de vérification qui indique que leur compte est certifié. Cette nouvelle prestation d'abonnement est encore en test. Un déploiement plus large est prévu par la suite. Donc voilà, effectivement, il y a bien un délai de propagation, c'est ce qui me semblait. Pour rappel, Twitter Blue est disponible seulement aux États-Unis, au Canada, en Australie et Nouvelle-Zélande, mais peut-être sera-t-il étendu dans d'autres pays lorsqu'on connaît l'ambition financière d'Elon Musk. Ensuite, deuxième point, le licenciement. Donc ça, c'est également un truc qui fait vachement parler, qui sort un petit peu du cadre, on va dire, là, de l'actu web, mais bon, forcément, ça va impacter du coup le réseau social Twitter, en tout cas, donc ça reste quand même cohérent en termes d'actu. Donc, enfin, ça reste cohérent, je veux dire, d'en parler, excusez-moi. Après de nombreuses rumeurs circulant sur la toile, Elon Musk a confirmé qu'il était en train de licencier de nombreux salariés chez Twitter en justifiant dans un tweet
de massives pertes financières. En ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n'y aura pas d'autre choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Fin de citation. Sur 7500 salariés, environ 50% auraient été licenciés. Certains ont déjà déposé un recours collectif contre l'entreprise concernant les délais de préavis non respectés. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans cette actu parce que ça sort un peu du cadre web, mais en tout cas, il ne fait pas bon vivre en tout cas chez Twitter actuellement. Dont toute l'équipe accessibilité évidemment. Ah ok, l'équipe accessibilité qui a été dégagée. Alors ça c'est un truc que je ne savais pas du tout. C'est un truc que je savais pas du tout. Autant j'étais au courant sur la partie actuellement, donc Meta, le groupe Meta, Facebook, pareil, je crois que c'est au niveau de la VR qu'ils ont dégagé pas mal de monde, si je me trompe pas. Par contre, je savais pas qu'au niveau Twitter, c'était sur la partie accessibilité. Donc, ouais, en tout cas, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud ce qui se passe là-bas. Filou, maintenant ils sont obligés d'en recruter. Apparemment, ils n'ont pas viré les bonnes personnes, c'est une catastrophe. Ouais, alors là, c'est clair qu'en termes de RH, on fait pas mieux. Hein. On fait pas mieux au niveau gestion humaine. Effectivement, j'avais vu passer ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été dégagés, puis en fait, ils se sont rendus compte que ils pouvaient pas faire sans, et donc ils les rappellent. Donc je pense que, ouais, alors déjà, ça la fout mal en fait vis-à-vis du monde, quoi. Enfin, t'es quand même Twitter et tu t'appelles Elon Musk. Je trouve qu'en termes de cohérence, c'est pas terrible. On voit en plus popper de plus en plus de concurrents. Il y en a un qui s'appelle Mastodon, si je me trompe pas. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Il y a également, je crois, un ancien dirigeant de Twitter qui est en train de monter une alternative. Si je me gourre pas, attendez, je regarde ça vite fait sur mon écran. J'ai vu passer ça il y a pas très longtemps. Tac, tac, tac. Bref, tout ça pour dire que ils ont plutôt intérêt à essayer, ouais c'est ça, à essayer d'être un peu plus cohérents sur leur choix parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se barrer quoi potentiellement. C'est ça. L'ancien PDG de Twitter lance un nouveau réseau social, ce qu'il faut savoir, Blue Sky. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de cet article-là parce que je l'avais pas nécessairement prévu, mais en gros l'idée c'est qu'il monte un réseau un peu voilà, de son côté. Alors c'est un peu technique, il y a des protocoles qui sont utilisés. C'est comme Mastodon, il y a cette idée de serveur décentralisé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité c'est comme Twitter, mais on peut l'installer, on peut avoir sa propre instance et l'héberger soi-même. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités, mais bon, il y a beaucoup en ce moment de solutions alternatives, en tout cas à Twitter qui pop, et des gens qui vont essayer de détrôner un peu la place du roi, quoi. Du coup, autre nouveauté, la possibilité de joindre un long texte à un tweet. Dans un tweet, Elon Musk annonce... je cite, Twitter ajoutera bientôt la possibilité de joindre du texte long au tweet, mettant fin à l'absurdité des captures d'écran du bloc-notes. Fin de citation. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de publier un tweet simple en y attachant un texte long pour éviter qu'ils diffusent des screenshots de texte, une pratique courante sur le réseau social. En supplément, Elon Musk pourrait aussi rendre accessible gratuitement à tous les utilisateurs la fonction permettant de modifier ses tweets après les avoir publiés. Ça, j'avoue que je serais assez content. Celle-ci est disponible seulement pour les abonnés Twitter Blue pour le moment. Là, je suis moins content. Mais rien n'a été encore confirmé de ce côté-là. Sur un principe blockchain, je ne sais pas, Philou. Je pense que tu dois parler du coup de l'article... tac tac tac. Attends, je te partage l'article dans le chat. T'iras voir parce que je vais continuer sur l'article que j'avais prévu, sinon j'arriverai pas à tenir le délai. Mais c'est assez technique, c'est assez intéressant. Je l'ai lu un peu en diagonale et j'ai eu l'impression que c'était un truc un peu comme Mastodon, mais je crois qu'il y a c'est un peu plus subtil que ça. Il y a quand même quelques features supplémentaires. Ensuite. L'amélioration de la recherche sur Twitter, du coup. Donc ça, voilà, fonctionnalité supplémentaire. Bon, il n'y a pas beaucoup plus à dire. La monétisation de contenu pour les créateurs. Dans le message annonçant la possibilité d'ajouter du texte long à un tweet, Elon Musk a également indiqué qu'il souhaitait offrir des outils supplémentaires pour permettre aux créateurs de monétiser tout leur format de contenu. Cette nouveauté annoncée n'est pas sans raison. En effet, les créateurs publieront sans doute davantage de contenu en natif comme des vidéos plutôt que simplement repartager leur contenu réalisé sur TikTok ou Instagram. Il est temps que Twitter rattrape son retard à ce sujet.
Donc moi je trouve ça bien dans le sens où, je vous l'ai dit la dernière fois, arriver à trouver des modèles un peu plus vertueux pour rémunérer les créateurs de contenu, je trouve ça cool. C'est pour moi un enjeu qui est majeur actuellement sur le web, c'est que la première personne qui arrivera à avoir un truc suffisamment vertueux et un système suffisamment vertueux ou je sais pas, un outil qui permette de rémunérer mieux les créateurs de contenu sans en passer par 50 000 placements de produits et publicités et autres, je pense que voilà, ça sera un gros game changer. Là actuellement, c'est compliqué quoi, hein. La création de contenu nécessite énormément de temps, de travail et d'énergie et c'est trop peu rémunéré malheureusement et trop peu considéré. Plus qu'à une époque, mais encore trop peu. La suspension des comptes usurpateurs d'identité. Ok, donc autre nouvelle récente. À l'avenir, tous les utilisateurs de Twitter se livrent à des usurpations d'identité sans préciser clairement qu'il s'agit d'une parodie. Tous les utilisateurs du coup qui effectivement usurpent une identité sans préciser qu'il s'agit d'une parodie seront définitivement suspendus. Le patron de Tesla serre la vis sur ce point, notamment car des personnes ont changé leur nom de compte en Elon Musk pour parodier depuis son acquisition de Twitter. Autre précision, tout changement de nom entraînera une perte temporaire de la coche vérifiée. Ça je crois, alors sans vouloir m'avancer, il me semble que j'ai vu passer un nombre assez affolant, c'était plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers déjà de comptes qui ont été dégagés depuis qu'il a racheté, et clairement voilà, il fait le ménage quoi, il fait le ménage. Je sais pas si il a prévu voilà, peut-être d'utiliser des algorithmes supplémentaires pour essayer de détecter des faux comptes, tout ce genre de choses. On sait très bien que Twitter est envahi malheureusement de ce type de comptes, des fois des comptes trolls ou ce genre de choses, des comptes robots, et ça pourrit pas mal en fait le réseau malheureusement. Mais voilà, ça fait partie un peu limite ça fait partie de la culture Twitter maintenant, et potentiellement c'est quelque chose auquel il risque de... il va essayer de pallier à ce type de phénomène quoi. Et ensuite, dernier point rapidement, donc je passe rapidement, la formation d'un conseil de modération de contenu. Ça, je pense que ça vient potentiellement à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était la nouvelle législation qui allait arriver, et qui était beaucoup plus... qui serrait un petit peu plus la vis, on va dire, au niveau de la partie modération, avec très prochainement la responsabilité qui sera engagée de la part de ces grandes plateformes pour pouvoir essayer d'encadrer un peu plus ce qui se passe sur leur réseau. Donc peu de temps après son rachat de Twitter, de nombreuses interrogations ont vu le jour concernant la réactivation du compte Twitter de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'Elon Musk avait déclaré en mai vouloir annuler l'interdiction permanente du compte de Donald Trump. En réponse à cette polémique, Elon Musk a indiqué dans un tweet qu'un conseil de modération de contenu serait formé pour décider des réactivations de comptes. Voilà, donc ça, c'est un point supplémentaire. Et c'est vrai que voilà, je sais qu'il est très tourné sur la partie liberté d'expression, alors jusqu'à quel point, voilà, c'est toute la question. Twitter comme source d'information la plus sûre du monde, donc du coup voilà, ça c'est son ambition. Donc Elon Musk qui publie Twitter doit devenir de loin la source d'information la plus précise du monde, c'est notre mission. Il semble ainsi sous-entendre un combat contre les fake news. Son objectif est clairement affiché, mais comment y parviendra-t-il? Tout reste à voir. Voilà, et après l'article qui conclut sur Mastodon et sur Blue Sky, du coup c'est les deux choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour un petit tour d'actualité. Bon, les grosses trucs, c'est ce côté Twitter Blue à $8, le licenciement évidemment, et après des features supplémentaires, donc le texte long, etc. etc. Bon, la suite est un peu plus, je pense, anecdotique, mais ça reste quand même hyper intéressant. Voilà pour le tour de Twitter. De toute façon, je pense que voilà, globalement, si vous suivez l'actualité, vous devez en voir passer pas mal. Malheureusement, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que il y a la moitié d'internet qui parle de ça actuellement, donc c'est compliqué de passer à côté. Mais toujours dans la partie social media, avant d'enchaîner plus sur la partie développement web, une nouvelle feature qui est aussi intéressante et qui a popé du côté de WhatsApp, les communautés. Donc les communautés qui débarquent en France, avec donc toujours un article du blog du modérateur qui nous explique un peu comment ça fonctionne, et que du coup je voulais vous partager. Alors, WhatsApp souhaite faciliter la communication des entreprises, des organisations et des groupes de particuliers qui discutent en famille ou entre amis sur la plateforme. Désormais, vous pourrez rassembler l'ensemble des groupes d'une même communauté
dans un espace dédié. Cette nouvelle fonctionnalité simplifie le classement et l'organisation des discussions groupées et vous permet de créer une communauté pour y rassembler vos groupes, recevoir des messages destinés à l'ensemble de la communauté, continuer à discuter dans de plus petits groupes et passer d'un groupe à l'autre facilement. Donc on a une capture d'écran ici où on voit un peu comment ça se présente. Voilà, donc vous avez par exemple parents d'élèves, études humanitaires, etc. Et donc vous avez possibilité comme ça de faire des communautés et des groupes à l'intérieur. Donc en termes d'organisation, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de gérer tout ça. Vous pourrez ajouter jusqu'à 50 groupes dans votre communauté et jusqu'à 5000 membres au groupe d'annonce d'une communauté. En tant qu'administrateur, vous pourrez gérer les groupes, les membres et supprimer également les contenus et médias que vous jugez abusifs. Voilà. Donc après, bon, ils expliquent comment créer une communauté. Voilà, je ne vais pas beaucoup plus détailler là-dessus. Après, voilà, des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, pareil, quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui va rajouter un petit peu plus à la plus-value de WhatsApp. Donc des fonctionnalités de sondage. Donc en parallèle du lancement des communautés, WhatsApp annonce le déploiement de plusieurs fonctionnalités attendues, les sondages dans les discussions, la possibilité d'accueillir jusqu'à 1024 membres dans un groupe et les appels vidéo groupés jusqu'à 32 personnes, qui doit être un joyeux bordel je pense, mais voilà, vous pouvez le faire en tout cas. JP qui dit ça se rapproche du fonctionnement de Discord. Ben, de toute façon, je pense qu'ils se copient tous l'un l'autre sur certaines fonctionnalités, ça c'est clair. Il y a... Là, pour moi, bah, typiquement, tu vois ce qu'on voyait sur les fonctionnalités supplémentaires, autant les sondages, bon ok, je trouve ça cool, autant pouvoir faire des vidéos jusqu'à 32 personnes, je me vois mal appeler ma famille et être à 32 là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, bah, alors par rapport à Discord, je pense que c'est encore éloigné. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont l'air de grandement s'inspirer de ce qui se fait. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'alternatives si tu veux communiquer, si tu veux partager du média, si tu veux faire des appels visio, etc. Que bah, malheureusement, voilà, quand des fonctionnalités sortent et deviennent acquises en fait en termes d'expérience utilisateur, bah, ça fait effectivement foi. Et ça fait foi de... Voilà, les gens, ça devient un acquis en fait en quelque sorte. Donc bah, potentiellement, effectivement, ils ont pu s'inspirer de Discord, mais comme ils ont pu s'inspirer de d'autres, bah, évidemment, Freysal, Fabien, salut à toi, première fois dans le chat, qui apparaît et qui nous dit également Telegram. Voilà, Telegram, effectivement, a ce type de fonctionnalité. Donc bah, je pense qu'ils se copient l'un l'autre, tout ça, dans tous les cas, voilà. WhatsApp commençait à être obsolète au niveau feature. Ok, donc ça, c'est Margot qui dit ça. Moi personnellement à titre perso je l'utilise WhatsApp parce qu'en fait j'ai surtout pour mes proches typiquement que ce soit mes parents, que ce soit voilà, disons des personnes pas forcément de notre génération, ils sont pas trop accoutumés de pas mal d'applications. Discord j'essaye pas, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où vraiment trop obscures on va dire sur la façon de fonctionner. Et WhatsApp, pour le coup, ben, ils y arrivent bien et ils trouvent ça plutôt intuitif. Donc, effectivement, au niveau des features, bon, ben, pour nous qui sommes un peu, voilà, qui regardons un peu ce qui se fait et qui avons l'habitude, ça peut paraître un peu désuet, voilà, un peu old school, mais je pense que c'est encore de beaux jours devant eux. Moi, je pense notamment, en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a certains pays, typiquement en Espagne. Moi, je sais que j'ai travaillé notamment avec des Espagnols dans un précédent job et ils utilisaient énormément WhatsApp parce qu'en fait, ils n'ont pas les appels ou les SMS illimités. Alors, je crois que c'est les SMS, ouais. Les SMS qui sont pas illimités, il me semble. Et donc, ben, pour eux... WhatsApp, c'est une alternative hyper intéressante parce que ça leur permet d'appeler, de faire des visios, de faire du SMS illimité, de partager des trucs, etc. Sans la nécessité de dépenser une blinde en fait. Et donc je sais que notamment en Espagne, WhatsApp est hyper démocratisé. Je suis allé au Maroc aussi, c'était il y a deux étés il me semble, 2 ou 3 étés, un peu plus oui, parce que c'était avant Covid. Et pareil, au Maroc, tout le monde utilisait WhatsApp quoi. Donc en fait, il faut sortir un peu de notre référentiel France, on va dire, et dans d'autres pays, je peux vous dire qu'il y a encore une grosse utilisation de WhatsApp. Donc voilà, bah, les nouvelles features seront bienvenues, quoi. Margot qui dit surtout que les groupes, ça fait longtemps qu'on les utilise, mais ils ont eu du retard pour faciliter.
Oui, donc la notion de groupe. Mais là, ça va vraiment être au-dessus de la notion de groupe, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la notion de communauté. Ça va te permettre justement de gérer tes groupes. C'est vraiment une abstraction au-dessus, en fait, un niveau d'abstraction au-dessus. Et tu vas pouvoir, du coup, organiser, en fait, tout un tas de groupes, en fait, dont on a l'habitude jusqu'à présent. Et les thématiser, ce qui est plutôt cool. Je te prends un exemple. Si tu as... je sais pas moi, t'as un groupe en fait avec je sais pas moi, tes cousins, t'as un autre groupe avec papa, maman, t'as un groupe, enfin voilà. Et bah, toutes ces conversations-là, tous ces groupes-là, tu vas pouvoir les mettre dans une thématique famille par exemple, ou voilà, organiser comme tu veux, en faire une par exemple le travail, etc. etc. quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Filou, WhatsApp, c'est utilisé de ouf dans pas mal de pays du tiers-monde. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, je n'avais pas forcément la notion du fait que ce soit des pays du tiers-monde, mais je sais que quand tu sors de ton référentiel France, on va dire, et de ce dont on a l'habitude, quand tu commences à bouger, tu te rends compte que tu as plein d'endroits où WhatsApp, c'est genre primordial pour eux, quoi. Ils communiquent même plus que le téléphone, tu vois. Plus que le téléphone et le SMS, quoi. Margouxite, Viber, alternative à WhatsApp, oui, effectivement. Amérique latine et Afrique, ouais, possible. Bon, alors, dans le détail, je saurais pas te dire, mais oui, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que WhatsApp fonctionne pas mal. Du coup, on enchaîne rapidement. Je vois que le temps passe assez vite. Sur une nouvelle actu plutôt tech, là, pour le coup. Donc, ce que je vous disais en préambule tout à l'heure, c'est d'ailleurs, je vous invite à aller voir ça. Je crois que je l'ai partagé sur notre Discord. Alors, attendez, je vous dis ça rapidement. Hop. Yes. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc on a un Discord, on a un Discord Déclic que vous pouvez évidemment rejoindre, sur lequel on va partager pas mal de news, etc. et communiquer tout au long de la semaine. Et du coup, ce que je vous ai partagé hier, effectivement, c'est les Jamstack Conf qui ont lieu actuellement. Donc vous avez comme ça un petit lien que je vous ai partagé notamment dans le Discord. Bon, ça s'est terminé hier. Ah, mais je pensais qu'il y avait encore aujourd'hui. Ouais, mais il me semblait bien, ils avaient mis le 9 novembre. Ok. Bon, enfin, dans tous les cas, voilà. Jamstack Conf. Des conférences en direct et donc beaucoup d'acteurs, on va dire, du milieu développement front, JavaScript, etc. qui y sont présents. Et notamment du coup Gatsby. Donc Gatsby qui est un framework front qui va permettre notamment de travailler dans l'écosystème Jamstack. Donc Jamstack, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une façon de concevoir les sites internet, mais une façon de concevoir des sites plus performants et plus rapides, on va dire, que ce que l'on fait d'habitude. Ça va être des sites pré-générés en fait, à 80-90% pré-générés. Donc voilà, je rentre pas dans le détail, vous pouvez taper Jamstack sur internet, vous trouverez. Et donc Gatsby fait partie de cet écosystème. Ça fait partie des outils un peu voilà, qui sont en concurrence, puisqu'actuellement il y a beaucoup de solutions qui pop au niveau de la Jamstack. Et Gatsby est l'un des choix que vous pouvez faire quand vous créez un site internet. C'est ce qu'on appelle un générateur de site statique, c'est-à-dire que ça va aller prendre en fait votre donnée. Ça va aller prendre du coup votre source de données qui peut être un CMS comme WordPress, qui peut être un CMS headless comme Contentful, voilà, enfin plein de choses. Ça peut être du Markdown, du JSON, tout ce que vous voulez. Vous prenez en fait votre donnée, vous l'envoyez à Gatsby, vous lui définissez des templates de page, donc comment est-ce qu'il faut afficher en fait votre donnée, et lui en fait va générer, je grossis, hein, va générer en fait votre site. Faut aimer le GraphQL avec Gatsby après. Oui, effectivement. Donc Gatsby arrive avec cette petite subtilité effectivement d'utiliser le GraphQL, qui est donc une interface, on va dire, une surcouche en fait permettant de s'interfacer avec la base de données. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va perdre sinon une partie des gens, mais voilà, c'est en préambule, sachez que en tout cas Gatsby s'inscrit dans cet écosystème Jamstack, et donc ils ont sorti leur version 5 et un article qui résume, on va dire, d'ailleurs que je vais vous partager, un article qui résume un peu toutes les features qui sont sorties avec cette nouvelle majeure. Bon, c'est de l'anglais, du coup, je suis désolé, je vais rapidement lire, vous allez pouvoir profiter de mon accent. Donc, la première notion hyper intéressante, c'est la notion de Slice API.
Donc en gros, donc ils disent Gatsby amplified the speed of incremental builds and incremental deploys by introducing the Slice API. Donc voilà, leur but en gros c'est d'essayer, voilà, toute la difficulté de Gatsby c'est que quand vous commencez à avoir des sites un peu conséquents, il faut arriver à faire des reconstructions du site qui soient assez performantes parce que ça peut vite devenir très compliqué au niveau de la génération. Bon, je pense que je vais pas lire parce que sinon je me le sens pas trop là au niveau de l'anglais. J'ai peur que ce soit un peu délicat, mais j'ai déjà un peu étudié l'article. Donc, grosso modo, la notion de Slice API est ce que j'en retiens. Après, s'il y a des gens qui veulent me reprendre là-dessus, surtout n'hésitez pas parce que c'est un truc qui date d'hier, donc c'est assez récent. De ce que j'en comprends, en tout cas, la Slice API, l'idée c'est que vous allez pouvoir extraire en fait des composants qui sont utilisés dans à plein d'occasions, enfin à plein d'endroits, typiquement, je sais pas moi, votre header, votre footer, etc., que vous allez utiliser dans plein de pages. Et donc, ce type de composants réutilisables, en fait, vous allez pouvoir les extraire et les définir via une API qui s'appelle la Slice API et qui permettra d'indiquer en fait à Gatsby que il suffit de générer une fois et une seule en fait le composant en question et sans nécessité de le régénérer. Voilà, donc on le voit un petit peu sur ce schéma là. Et l'idée c'est d'effectivement d'indiquer en fait que le header on peut le réutiliser à plein d'autres endroits. Je vous fais un résumé de l'article, je vous le partagerai comme ça vous pourrez aller voir un petit peu plus. Et ça a beaucoup de ça a pour conséquence en fait une croissance au niveau de la performance, c'est beaucoup plus performant. Donc Gatsby met un schéma notamment là, il parle du Gatsby Cloud en fait qui permet en fait, qui est une solution qui propose pour générer justement vos sites, et ils indiquent que on voit la différence de temps de génération entre les deux, entre pas de slice et puis avec slice et optimisation. Et donc voilà, un gain vraiment significatif grâce à cette sortie-là. Il y a notamment une vidéo où il vous indique en fait comment est-ce que vous pouvez déclarer, c'est un peu dégueu là au niveau de la qualité, voilà, où il vous indique un peu comment déclarer, comment ça va se passer au niveau du code. Donc voilà, rapidement comment ça se présente. Vous avez la possibilité, alors je crois que c'est un petit peu plus loin dans la vidéo, je l'ai vu là, voilà. Vous avez une fonction create slice dans laquelle vous allez pouvoir passer en fait votre identifiant et puis votre composant, indiquer où est-ce qu'il se trouve. Et une fois que votre slice est déclaré, vous allez après pouvoir l'exploiter un peu partout dans votre code avec ce composant slice, et donc vous passez en fait l'identifiant pour qu'il puisse déterminer et comprendre en fait quel composant vous voulez utiliser. Voilà en gros le gros principe du slice, et qui va apporter vachement en performance visiblement, enfin c'est ce qu'ils mettent en avant en tout cas, et qui permettra d'extraire les composants à réutiliser un petit peu partout. Je lis en même temps vos commentaires. JP qui met ça ressemble à l'ISR de Next, ça a l'air de s'inspirer des features qui marchent bien dans les autres server-side generators. Ouais, non mais ça c'est c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur WhatsApp, hein, c'est-à-dire que chacun va un peu s'inspirer les uns des autres et ça évitera d'être un peu à la bourre. Autre feature intéressante, donc ce qu'ils appellent la partial hydration, pardon. En français c'est hydratation. Donc l'idée c'est que quand vous voilà, dans le cadre d'un site React classique, vous avez nécessité, donc c'est ce qu'ils avancent en tout cas comme argument, vous avez nécessité d'attendre en fait que tous les composants soient disponibles et que tout le JavaScript soit chargé avant de pouvoir commencer à interagir avec. Et donc cette notion de partial hydration, c'est de pouvoir définir en fait dans votre page, de pouvoir isoler en fait certaines parties et éviter d'avoir à attendre en fait que tout soit en place, que tout soit chargé pour commencer à interagir avec. Voilà, donc ça c'est pareil en termes de temps de réponse en fait de votre site internet au début. Ça peut être méga intéressant parce que du coup on n'a pas nécessité, surtout en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas nécessité d'attendre que tout soit chargé et que tout puisse que tout le JavaScript soit chargé avant de pouvoir commencer à interagir avec. JP qui met à voir où Gatsby va aller avec le partial hydration. Astro et Quick sont déjà dessus. Ouais, de toute façon, c'est une course contre la montre. Hein. Actuellement, c'est une course contre la montre. Au niveau de Jamstack, il y a beaucoup de concurrence et donc forcément, les gens
toutes les nouvelles features qui sortent et qui fonctionnent bien, ils vont s'en inspirer et voire copier quoi. Ensuite, la notion de script component. Donc du coup, ils ont sorti un composant qui est dédié pour le chargement de vos scripts. Donc typiquement, quand vous avez nécessité, je sais pas moi, vous avez besoin d'un script pour typiquement, vous avez besoin d'un script pour je sais pas, de faire de l'analytics par exemple. Faire de l'analytics nécessite du coup le chargement d'un script. Bah, du coup, vous pouvez, enfin jusqu'à présent, il y avait des façons, on va dire, de charger, mais qui étaient peut-être un peu moins propres et un peu moins conventionnelles. Là, au niveau natif, il y aura du coup une balise script qui vous permettra de charger ce type de choses. Et alors, ce qu'il y avait d'intéressant que j'ai vu également, je crois que c'est marqué sur la doc. Vous avez du coup, il vous propose en fait plusieurs façons de charger votre script. Voilà, c'est ces trois, ils appellent ça des stratégies. Donc post-hydrate, qui est celle par défaut, idle et off main thread. Donc en gros, si j'ai bien compris, post-hydrate, c'est celle qui est par défaut. C'est en gros, ok, tu attends que la page soit terminée et été hydratée pour pouvoir te charger. Idle, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire, en gros, tu te charges à partir du moment où les scripts un peu critiques auront terminé d'être finis et après tu peux te charger. Et après, il y a off main thread qui est quelque chose d'un peu plus expérimental et en gros, ils utilisent les web workers. Voilà, donc ils vont déporter en fait ils vont déporter le chargement des scripts via des workers. Et donc du coup ils utilisent ça, ils appellent ce tool qu'ils appellent PartyTown. J'imagine que c'est connu, j'avoue que moi je le connais pas trop celui-ci, mais l'idée c'est ça, c'est que du coup il y a du web worker. Donc voilà, un composant script dédié qui est un peu plus clean on va dire que ce dont on avait l'habitude jusqu'à présent. Ensuite, autre nouveauté, du coup, la aide API. Donc là, c'est plus sur la partie SEO. Quand vous avez nécessité, en fait, de référencer votre site. Jusqu'à présent, c'était pareil, un petit peu comme script. Il n'y avait rien de très formalisé. Et là, du coup, ils ont sorti une API aide qui va vous permettre, du coup, d'indiquer voilà, le chargement d'image, le chargement de... c'est là, j'imagine que vous allez charger vos scripts. Et c'est également là que vous allez pouvoir indiquer tout un tas de métadonnées pour les moteurs de recherche. Donc voilà, composant également intéressant. GraphQL V2, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement quand vous faites du Gatsby, il y a l'utilisation d'une techno qui s'appelle GraphQL qui permet de faire, de faire des appels à la base de données, et donc il y a une V2 qui est sortie, donc GraphQL en fait c'est une interface on va dire pour pouvoir faire du GraphQL, et donc ils ont sorti la V2 et ils l'embarquent directement par défaut dans Gatsby V5. Voilà, donc en gros, voilà un peu l'idée. Après, l'article conclut en disant que voilà, leur idée, c'est d'essayer d'être plus performant sur les builds en fait, de Gatsby et faire en sorte que voilà, de faire des choses plus incrémentales, on va dire, et éviter d'avoir à tout régénérer de façon systématique. Je vais pas beaucoup plus loin dans cet article-là, c'est vite technique, donc voilà, je vous le partage quand même dans le chat pour celles et ceux que ça intéressera, et puis on enchaîne sur l'article suivant. JP qui met par contre intéressant, il parle de React Server Component, pas encore testé mais ça a l'air d'être la nouvelle tendance. Next.js 13 l'applique par défaut il me semble. Ok. Bah écoute JP, je pense que tu es tout indiqué pour animer potentiellement la semaine prochaine, venir peut-être nous parler plus précisément de ça, ça pourrait être cool, ou sortir une vidéo sur les features sur la chaîne YouTube, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on enchaîne rapidement du coup sur quelques news. Alors là, on sort de la tech, hein, vous inquiétez pas, je suis désolé, on a dû perdre quelques personnes, c'était un peu tech. Gmail, alors là ça va être plutôt des petites actus que j'ai vu passer qui n'ont pas nécessité à ce qu'on détaille plus, mais au moins vous serez au courant. Gmail qui va ajouter du coup un module de suivi de colis, ça c'est plutôt cool. Et du coup vous avez plus la nécessité voilà, d'aller gérer, on va dire... gérer ça au travers de mails ou autre, et donc voilà l'article du coup qui fait mention. Donc vous avez effectivement une interface comme celle-ci qui va se présenter avec une UI dédiée pour voir et pouvoir traquer en fait au fur et à mesure l'avancée de vos colis, en fait où est-ce qu'ils sont, etc. Et ça c'est plutôt bien en fait, mais ça va... Enfin, on va lire l'article. On va lire l'article, il y a quand même une petite,
subtilité, c'est que en gros, vous avez ça va être dépendant en fait des données qui sont envoyées par l'endroit en fait où le e-commerce sur lequel vous achetez. Et je sais qu'ils citent notamment Amazon en fait qui en gros ne rentre pas trop dans la partie sur cette nouvelle feature. Et du coup, ça empêche en fait ce système de tracking. Donc rapidement, Google intègre un module de suivi de livraison dans l'interface de Gmail, présenté dans un billet de blog hier. L'entreprise souhaite avec cette fonctionnalité simplifier l'expérience utilisateur en allant directement récupérer les informations sur le site du transporteur ou de l'e-commerçant. Sans avoir à ouvrir un message, il sera possible d'accéder à la date de livraison donnée par le transporteur ou le site e-commerce. Elle sera présentée de façon simple dans la liste d'emails, mais également dans un module à l'ouverture du message. En cas de retard, Google précise que Gmail sera même en mesure de notifier son utilisateur. Lancée d'abord aux États-Unis, cette fonctionnalité fonctionne avec les principaux transporteurs du pays. Un absent de taille manque à cette liste, Amazon. Dans un échange avec The Verge, une porte-parole de Google explique que l'entreprise dirigée par Andy Jassy ne place aucun lien de suivi dans ses emails, rendant la récupération de dates impossible pour Gmail. Dommage. Voilà. Donc ça, c'est la petite limite, c'est que si en gros, le site sur lequel vous achetez ne joue pas le jeu et ne fournit pas de lien de tracking, du coup, c'est mort. Et comme Amazon, qui est quand même un acteur de taille, pour le moment n'est pas trop ne fait pas partie du jeu, ça risque d'être une limitation un peu importante. Autre news au niveau de Notion cette fois-ci, donc plus sur la partie gestion de projet. Notion du coup qui a sorti une nouvelle release avec de nouvelles fonctionnalités. Et notamment une que j'ai trouvé intéressante qui est la possibilité en fait de faire des tâches récurrentes, en fait de répéter des tâches récurrentes. Donc vous avez un exemple ici. Alors attendez, je crois que on va aller voir plutôt sur Twitter. Il y avait sur Twitter, ils avaient mis, je crois, un gif qui était assez intéressant, qui montrait bien en fait Hop, attendez. Yes, c'est ça. C'est celui-ci. Je sais pas si je peux l'afficher en gros. Hop. Donc voilà, en gros, vous avez un système de tâches, enfin de templating, on va dire, de tâches. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà présent. Et donc maintenant, vous allez pouvoir faire en sorte que ce soit fait de façon répétée en fait dans un calendrier ou autre, où vous allez pouvoir typiquement si vous avez, je sais pas moi, un système de tracking au niveau de vos tâches quotidiennes, vous pouvez répéter en fait ce template et le dupliquer, le répéter dans le temps, avec différents timings, ça peut être toutes les semaines, tous les jours, etc. Et une fois par mois, voilà. Donc on le voit bien dans ce petit exemple. Pouf, j'ai mon petit calendrier, je répète, je décide de répéter en fait ma façon de, comment ça s'appelle, mon template que j'ai déjà défini, et boum, dans mon calendrier, ça va venir se répéter, et voilà, le faire de façon automatique, créer en fait tout ça dans mon agenda. Pas mal du tout ça. Ils sortent régulièrement des features Notion. Ouais, très. Alors Notion, nous, c'est vrai qu'on l'utilise aussi en interne. On l'utilise en interne. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Notion. Je pense que Margot peut-être interviendra à l'occasion parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi là-dessus. Mais ouais, j'ai vu passer cette petite feature hier que j'ai trouvé intéressante. Peut-être qu'elle reviendra là-dessus et qu'elle nous donnera des exemples très concrets de comment est-ce qu'elle peut l'utiliser dans le cadre de la gestion de projet ou ce genre de choses. Et voilà, avec plaisir. C'est parfait. C'est parfait. Et ensuite, du coup, il y avait une autre nouveauté au niveau de Notion qui était un peu moins importante, mais voilà, qu'ils ont sorti hier. C'est la possibilité de passer uniquement en ligne verticale, puisqu'avant en fait on avait uniquement un système de tableau. Donc là vous allez pouvoir désactiver ça. Bon voilà, je vous l'indique, mais c'est vraiment à titre d'information. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont sorti une Notion Academy. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, hein, je vous avoue, j'ai vu ça hier, je crois que c'est sorti il y a quelques jours. Mais en gros, une espèce d'académie du coup sur Notion qui permettra d'introduire un peu l'outil et puis de voir un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes. Donc ça, je vous le partage également. On n'a aucun
il n'y a pas d'affiliation ou il n'y a pas d'intérêt hein, pour nous de partager Notion. De toute façon, comme tous les outils là-dessus, sur cette chaîne, on parle vraiment plus de ce qu'on utilise nous au quotidien et ce qui peut être intéressant de vous partager. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas en tout cas l'outil, ben, il y a une Notion Academy qui est apparue et qui est gratuite hein, et qui vous permettra du coup de découvrir un peu plus l'outil, donc c'est plutôt cool. Ils ont bien raison de faire ça, car c'est compliqué d'appréhender Notion au début. Ouais, je trouve que, bah, alors moi, c'est mon retour de petit noobs, on va dire, sur la partie Notion. Je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant. Moi, je l'ai utilisé beaucoup, notamment sur mes streams, sur ma chaîne personnelle, donc Anto par le web, pour organiser pas mal voilà, en fait, pour faire tous mes process quand je fais des interviews, ce genre de choses. L'ennui, en fait, avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un outil qui peut faire beaucoup, beaucoup de trucs. Et du coup, si tu n'as pas en fait des patterns et des façons de concevoir, on va dire, voilà, de bien organiser en fait toute ta doc, etc., je trouve que tu es vite perdu. Il y en a qui s'en servent aussi en Kanban, nous ça nous arrive, donc pour voilà, organiser les tâches. Ouais, tu peux vraiment, ça peut vite être un joyeux bordel, et bon, c'est plutôt une bonne chose du coup qu'ils aient sorti ça, et ça permettra, je pense, d'y voir un petit peu plus clair. JP qui nous partage une alternative à Notion, ouais, Obsidian. J'ai vu passer ça. Je partage ça rapidement. Qui serait donc une alternative effectivement à Notion. Je l'ai vu passer, qui est plus sur un système. Alors, je sais pas, on peut pas parler vraiment de système nodal, mais la petite nouveauté, j'ai l'impression, c'est qu'ils permettent de mettre des idées, de les lier entre elles et de faire des schémas. J'ai vu une vidéo là-dessus et un tuto d'un gars justement qui l'utilisait, qui disait pourquoi est-ce que maintenant il n'utilisait que ça et plus du tout Notion. Mais voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas creusé cet outil, mais en tout cas, je te confirme que moi aussi je l'ai vu passer, ouais. J'ai vu passer ça. Margot qui dit oui, c'est vrai. Après, il y a des templates déjà faits, même si j'utilise pas vraiment les templates. J'aime bien construire en fonction de mon besoin. Ok. Ouais. Non, non, mais moi je suis carrément d'accord. Mais si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas en tant qu'utilisateur de degré 0, je pense que il serait intéressant, en tout cas pour moi, d'être formé par ben voilà, un profil comme le tien, ou voilà, des gens qui ont vraiment l'habitude, qui ont plus de recul et qui te disent, ben voilà, l'outil de base, tu as telle et telle fonction, mais voilà ce que tu peux en faire, tu vois. Voilà, ça, je pense que ça serait intéressant, et du coup, ben, c'est cool de voir qu'eux, ils ont une académie qui permettra justement d'avoir accès à ce savoir, enfin, de donner le savoir un peu à tous à ce niveau-là. Allez, on enchaîne avec la dernière chose, parce qu'il est quasiment 9h. Dernière, alors c'est pas vraiment une actu là pour le coup, c'est plus un échange que je voulais avoir avec vous. Donc là, on enchaîne plus sur la partie web design et design system, donc un peu industrialisation, on va dire. Donc, est-ce que déjà, vous, au quotidien, est-ce que déjà tout le monde sait ce que c'est qu'un design system? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous le pratiquez au quotidien? Voilà, vos retours là-dessus. Je vais, le temps que vous répondiez, je vais quand même lire ce passage d'article. En fait, je trouve un article qui résume en quelques lignes ce qu'est un design system. Donc, c'est un article du coup de lagrandours.design. Donc, qui met quel intérêt d'un design system. Un design system est un référentiel de centralisation au service des designers et des développeurs et utile pour tous les membres de l'équipe. Fondé sur la base de l'atomic design, un design system permet de regrouper tous les éléments constitutifs du projet dans le but d'uniformiser les usages en réduisant les incohérences, les doublons, les écarts de design, etc. Plus qu'un outil, le design system est une méthode d'industrialisation du design qui permet de comprendre et de maintenir, organiser et structurer un produit digital. Voilà, donc il y a la notion d'atomic design, je ne sais pas si ça vous est familier. L'idée de l'atomic design, c'est de dire, ok, plutôt que de construire en fait un web design, faire un template de page brut, je vais plutôt construire des petits composants qu'on va appeler des atomes, qui seront des, voilà, typiquement ça va être les couleurs, ça va être et coucou Eliokas qui nous rejoint, salut à toi, bienvenue. Bah, tu tombes bien parce qu'on enchaîne sur la dernière partie. On était en train de parler de design et de design system. Je sais pas si ça t'est familier.
parce que en fait j'ai 2-3 liens que je trouve intéressants qui répertorient tout un tas de design system et que je veux vous partager. Donc ce qu'on disait du coup c'est l'atomic design. Donc l'idée c'est que vous avez plutôt que de faire effectivement un design de page complet, vous allez plutôt designer des petits composants et assembler ces petits composants pour en faire des plus gros jusqu'à arriver en fait à des templates de page, mais c'est construit en fait de façon beaucoup plus souple, c'est-à-dire que un élément en fait va être construit à un seul endroit et après exploité dans plein d'autres plein de templates de pages, et si jamais on doit faire une modification, on la fera à un seul endroit. Voilà, je grossis l'idée. C'est un truc qui a été sorti par un gars qui s'appelle Brad Frost, enfin en tout cas c'est lui qui l'a démocratisé, cette notion d'atomic design. Je ne suis pas bien sûr de connaître, donc j'arrive au best moment. Exactement, exactement. Je crois d'ailleurs que Atomic Design, on a une espèce de schéma, voilà, comme ça. C'est ceci, voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il faut vous imaginer que en gros, donc ils projettent ça un peu sur le monde des molécules. Il y en a qui projettent ça sur le monde des Lego. Ils disent ouais, c'est des Lego que tu peux assembler. Il y en a qui disent ben, ça peut être aussi de la musique avec la notion d'abord de notes, de partitions, etc., etc. Bon, l'idée c'est de dire, on part d'un élément qui est indissociable. Typiquement, je sais pas moi, une couleur par exemple, ma couleur primaire, ce genre de choses. Je vais à partir de ces éléments un peu indissociables, faire un élément un peu plus complexe qu'on va appeler une molécule, ok? Je sais pas moi, un bouton, ce genre de choses. Et à partir de toutes mes molécules, je vais en faire ce qu'on appelle un organisme qui va être voilà, quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus conséquent, ok? Donc c'est ce qu'il faut retenir en fait de cette notion d'atomic design, sans rentrer beaucoup plus dans le détail. Et cette notion d'atomic design est très liée au design system. Voilà, donc ça c'est ce que souligne en fait l'article. Cette méthode est utile dans le cadre de l'accroissement des développements ou les méthodes de conception, l'organisation des équipes et la cadence de production sont en mutation et surtout en accélération. En effet, un design system permet notamment l'harmonisation des différents projets gérés, réduire les délais d'exécution, de modification et d'évolution. Donc ça, le design system, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est quand même souvent utile dans des grosses structures. Typiquement, je m'appelle Google par exemple, j'ai une armée de designers et de développeurs. J'ai pas envie en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part et quelqu'un qui arrive, de devoir le reformer à mes méthodes, à mes façons de faire, etc. Donc je vais constituer une équipe que je vais appeler une équipe design system, qui vont être en fait des profils développeurs et designers. Il y a les deux, c'est super important, qui vont en fait créer, donc la première chose auquel on pense, c'est une espèce de librairie de composants, côté design et côté dev. Il faut absolument que ces deux librairies soient synchronisées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir une modification côté design, mes designers ils vont sortir quelque chose de, un update, une mise à jour de mon design, il faut que côté dev ce soit synchro, évidemment. Et donc en plus de cette librairie de composants, il y a aussi toute une documentation. Ça c'est vraiment hyper important. C'est les trois composantes, on va dire, minimales d'un design system. C'est une librairie de composants côté design, une librairie de composants côté dev et de la doc pour dire comment utiliser. Puisque la finalité de ça, en fait, c'est que mon équipe design system va être en charge d'entretenir un peu tous ces composants que je vais utiliser dans mes différentes applications. Donc si je suis Google, dans mes différentes applications, Gmail, Google Meet, etc., etc. Ça va être utilisé par des designers et des développeurs. Donc il faut absolument leur expliquer comment utiliser tel ou tel composant de la bonne manière. Et pourquoi est-ce qu'on a fait tel ou tel choix en termes du X, etc., etc. Ce que ça va apporter, comme je vous ai dit, c'est que l'onboarding sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de reformer des gens et surtout de dire comment est-ce que je veux penser mes applications, parce que typiquement il y a peut-être une personne qui va dire ah ben moi j'aimerais bien grossir un peu plus la police, l'autre un peu la réduire, etc. Puis un jour vous vous levez, vous dites ah ben finalement on change tout. C'est impossible à gérer. Donc le mieux c'est qu'en amont en fait il y a une équipe design system qui gère tout ça et que les consommateurs du design system en fait ils vont pouvoir exploiter et utiliser ces composants à des fins de créer
créer des applications qui sont faites à partir de ces composants-là. Et donc du coup, on va plus se concentrer sur la partie UX, à se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus pertinent d'utiliser pour que mon application elle fonctionne bien, pour que mon parcours il soit logique, etc. Plutôt que de rechallenger en fait la partie purement UI des composants. Voilà. Je sais pas si c'est clair, j'essaye de pas rentrer trop dans le détail, mais les métaphores fonctionnent bien pour expliquer. Bah oui, 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 tout à fait. Donc souvent on compare ça notamment à la musique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais le frein d'un design system, c'est que bah, tu vas avoir, ça va freiner ta créativité. Et les gens disent bah non, absolument pas. Typiquement dans la musique, tout le monde utilise les mêmes notes. Pour autant, tu as des symphonies complètement différentes. Donc on a les mêmes briques de base, les Lego par exemple, tu as les mêmes briques de base. Ça n'empêche pas pour autant d'être très créatif et de faire des choses qui sont complètement différentes. C'est juste que voilà, les composants un peu primaires, on va dire, et un peu atomiques, du coup, vont être définis en amont. Et voilà, il y a tous les enjeux de UI et autres vont être réfléchis par une équipe en amont. Voilà, donc ça c'était un peu le préambule et l'introduction. Je voulais parler de design system. Moi j'en ai utilisé notamment sur ma boîte précédente, où on avait des enjeux de réactivité, c'est-à-dire que très rapidement des fois il fallait sortir des pages assez vite, et c'était vite un joyeux bordel, c'est-à-dire que vous aviez le designer qui commençait en plus à l'époque c'était même pas un designer, c'était une personne c'était l'un des responsables qui avait quelques compétences en sketch. Et qui du coup faisait comme il peut pour sortir le design d'une page, et puis voilà, c'était d'un jour à l'autre et d'une page à l'autre, ça, il y avait plein d'incohérences et on manquait un peu on n'arrivait pas à être assez régulier en fait sur nos templates, et en plus de ça il y avait la nécessité derrière de le sortir en prod, donc d'envoyer ça aux développeurs pour qu'ils le dev, etc., c'était très compliqué. Donc du coup je suis arrivé, j'ai dit ça pourrait être cool d'utiliser un design system, et donc bon, nous on n'a pas poussé l'outil jusqu'à vraiment un vrai design system complet, mais ce côté atomique, on l'a vraiment exploité par contre. Et ça nous permettait, en fait, n'importe qui pouvait aller sur Figma, utiliser des composants qu'on avait designés auparavant, et ensuite aller sur l'outil. Donc nous on utilisait WordPress, mais ça peut fonctionner pour vraiment tout en fait. Et donc faire en sorte voilà, d'utiliser un CMS avec des composants déjà développés par les développeurs. Donc que vous soyez dans un cadre Jamstack ou autre, c'est tout à fait faisable. Il y a notamment Storyblock, qui est un CMS un peu, qui est vraiment orienté sur cette approche atomique d'ailleurs. Et donc ça permettra comme ça, en fait, à l'arrivée, n'importe qui de la team pouvait designer sa page avec des composants côté Figma et ensuite les mettre en place avec WordPress, avec les composants Gutenberg qu'on avait déjà développés. Et ça, c'était vraiment très chouette. Voilà, donc du coup, ça c'était. Je voulais parler un petit peu avec vous de design system. Peut-être qu'on sortira une vidéo là-dessus. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Et je vous partage du coup dans le chat, si vous voulez aller voir en fait des design systems déjà bien avancés. Je vous partage 3 liens du coup, notamment celui-ci qui est hyper intéressant, Design System France, qui est une communauté en fait spécialisée sur les design systems et qui répertorie en fait voilà, des design systems les plus connus. Donc voilà, il y a du Airbus, il y a du Algolia, il y a voilà. Donc vous avez accès en fait, ce qu'il y a de cool, c'est que vous avez accès en fait à ces design systems. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Généralement, ils ont des petits noms. Voilà, celui-ci par exemple de Blablacar qui s'appelle Pixar. Il y avait lequel j'avais vu qui était cool aussi. Je crois que c'était celui de la région Occitanie. Alors, attendez. Occitanie, est-ce que je vais le voir? Ouais, c'est ça. Région Occitanie, qui a été mise en place d'ailleurs par une team qu'on connaît, qui s'appelle Human, qui est une team toulousaine. Et donc voilà, la région Occitanie, vous avez tout le style guide, la direction artistique, etc. Tout qui est indiqué en fait, toute la partie documentation du design system qui est présente. Et c'est super intéressant du coup parce que d'expérience, je peux vous le dire, au début, quand vous commencez en fait à mettre en place un design system, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut indiquer, pourquoi, etc. Donc c'est plutôt cool en fait d'avoir voilà, tout ça, c'est public en fait, et de répertorier tous ces design systems pour pouvoir un peu voir qu'est-ce qui se fait de mieux. Voilà, sur celui-ci, donc sur repository.design, vous avez Apple, vous avez Google Material, etc., etc. Et le dernier lien que je vous ai partagé, le troisième aussi, était très intéressant parce que
Il y a également des liens directement vers les kits Figma. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Par exemple, voilà, Atlassian, vous allez directement ici. Et donc, ils ont mis à disposition sur leur page Figma, en fait, les composants, en fait, qu'ils ont designés. Donc, vraiment trop, trop cool, ça. Voilà, donc avec là par exemple sur l'exemple d'Atlassian, vous avez deux fichiers, vous avez le fondation et le component. Fondation, ça va être ici qu'on va plutôt mettre les éléments vraiment atomiques, les plus petits, tout ce qui va être couleur, etc. etc. Et ensuite ils l'ont distingué, ils ont mis un autre fichier qui s'appelle component, qui lui je pense va être plus les molécules et les organismes, donc les éléments un peu plus complets quoi. Benta qui dit super, c'est indispensable aujourd'hui pour les grosses boîtes. Ouais, c'est carrément indispensable. Comme je te dis, quand tu as des armées comme ça de développeurs ou de designers, si tu veux garder de la cohérence et être assez régulier, c'est juste impossible si tu n'en passes pas par des outils comme ça. D'ailleurs, je sais pas comment ils faisaient avant, hein, mais c'est tellement chouette qu'ils regroupent tout ça. Ouais, je te dis, en plus, c'est public et en général, il n'y a rien à cacher, quoi. Vraiment, un design system. Bah, c'est ouvert, quoi. Il n'y a pas de raison de cacher. C'est une doc en fait que tu vas utiliser, que tu vas aussi donner comment dirais-je, aux gens avec qui tu travailles, qui pourront récupérer certains assets, etc. Des bonnes pratiques, des codes couleurs, ce genre de choses, quoi. Bloc, la différence entre design system et librairie de composants est assez mince. Donner le ton, la personnalité d'une marque, le langage commun, c'est souvent ce qu'on lit, mais pas toujours évident de se figurer ce que ça veut dire concrètement. Alors, ça, c'est un problème qui est assez classique des personnes qui commencent par utiliser un design system, enfin, de rentrer dans le monde des design systems et qui, en gros, ne voient pas bien la différence avec une librairie de composants. J'ai envie de te dire, en fait, dans la théorie, c'est très différent. Enfin, c'est très différent. Je vais pas faire le puriste, mais en réalité, pour moi, la partie librairie de composants est... on va dire c'est un élément d'un design system, mais ce n'est pas que ça. La notion de design system va aller beaucoup plus loin dans le sens où déjà tu as cette notion de documentation qui est hyper importante et ça va aller un petit peu plus loin. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que tu as un niveau d'abstraction qui est un peu différent. Après, ce que je voulais dire, c'est que l'utilisation en soi de design system va varier en fait d'une équipe à une autre et d'une situation à une autre. Si je te prends l'exemple du coup de ma précédente boîte dans laquelle on a bossé, à la base on avait vraiment pour ambition de faire un design system. Après on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment un design system, ça tendait plus vers de la librairie de composants. Et surtout, on exploitait le côté atomique qui était hyper intéressant pour nous. Mais je pense que si, par contre, tu vas en immersion dans une grosse boîte, voilà, typiquement, tu vas dans, je sais pas moi, une boîte du secteur bancaire, tu vas sur Google, tu vas sur... Merci beaucoup, Nejiwil, je sais pas comment on dit, Will, je sais pas, en tout cas, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Donc du coup, si tu vas effectivement en immersion dans une très très grosse boîte, je pense que c'est là que tu te rendras compte le plus de la différence entre les deux. Une librairie de composants, ça sera vraiment beaucoup plus basique, on va dire. Ça va être plus ce côté atomique que tu vas exploiter, alors que toute la partie documentation, réflexion, etc. D'un design system, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que voilà, je vois qu'au niveau timing, on a largement dépassé, mais je vais essayer à l'occasion de vous sortir une vidéo là-dessus, je pense, parce que c'est un sujet qui est assez cool en fait à aller explorer et qui concerne pas mal de monde aujourd'hui. Eloka, c'est hyper intéressant pour les designers et trop bien si tu cherches à bosser pour la boîte. J'ai pas compris. Ah oui, si tu cherches, oui effectivement, la partie onboarding, c'est vrai que tu as raison. C'est-à-dire une personne qui en fait va débarquer pour la première fois, va pouvoir avoir toute la doc, savoir comment utiliser les composants, pourquoi ils les ont utilisés, etc., etc. Clairement. Sujet hyper intéressant. Ouais. Mais voilà, je préfère, tu vois, sortir une vidéo peut-être plus précise là-dessus et creuser comme ça pour vraiment voilà, donner des vrais arguments, etc. Des fois, c'est compliqué en fait à expliquer. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur du coup en utilisant et en créant un. Mais voilà, c'est pas toujours simple à retranscrire.